Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous faire une présentation un peu particulière puisqu'il s'agit du jeu Legacy of Tracks, qui est un jeu qui va être, ou qui est déjà, à l'heure où vous voyez cette vidéo, lancé sur la plateforme Kickstarter en financement participatif. J'ai eu la chance de faire une partie avec son auteur et donc je voudrais un peu vous en parler, comme ça vous avez une meilleure idée de ce qu'est le jeu. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les règles, mais je vais vous donner une overview assez complète pour que vous puissiez vous faire votre propre idée et voir si ce jeu vous convient ou pas. Donc, Legacy of Tracks, qui est un jeu de déplacement d'ouvriers, donc malgré, je dirais, que vous voyez une carte, etc., c'est un jeu assez européen, assez allemand, même si son auteur est hongrois. Mais bon, il y avait un jour un empire qui contenait les deux pays. Même si son auteur est hongrois, c'est un jeu plutôt à l'allemand, c'est-à-dire c'est un jeu de déplacement d'ouvriers. Vous allez déplacer votre ouvrier, votre héros, en fait, sur cette carte, et à chaque endroit par où il passera, il pourra réaliser les actions. Donc, je vous montre ça un peu mieux sur la carte. Donc, vous voyez ici la carte. Chaque joueur a un héros. Il va déplacer son héros à travers les différents lieux, et à chaque lieu par lequel il passera, il pourra effectuer l'action de ce lieu. En plus de faire ça, chaque joueur aura l'occasion à son tour, de déplacer un ou plusieurs esprits qui se trouvent ici. Ce sont les esprits perdus. Et les esprits perdus, même chose, il les déplacera le long des routes et réalisera les actions par les endroits par où il passe, en sachant que les esprits perdus n'appartiennent à aucun joueur. Vous voyez que les figurines ont des couleurs, c'est les couleurs des joueurs, mais il y a la troisième figurine. Ouais, ici, comme je fais un petit zoom, voilà ici la figurine verte, et puis vous avez normalement la figurine noire, mais qui n'est pas sur le plateau. Ah oui, elle est là, hein, je ne la voyais pas. Donc voilà, donc vous avez, chaque joueur est représenté par une figurine héros. Il pourra déplacer son héros, réaliser des actions, mais également les joueurs pourront déplacer donc ces esprits, comme ça, voilà, vous voyez là, ces esprits perdus qui n'appartiennent à aucun joueur. Et donc, quand vous voyez déjà l'interaction qu'il peut y avoir dans ce jeu, il y en a beaucoup, vous allez voir plus loin dans les explications. Mais évidemment, si je déplace cette figurine esprit perdu par ici, eh bien, les autres joueurs qui voudront l'utiliser devront la reprendre où elle était. Ça ne va peut-être pas nécessairement les arranger. Donc voilà, donc déjà une petite particularité assez sympathique dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de déplacement d'ouvriers. Vous allez déplacer vos ouvriers, mais également des ouvriers neutres, hein, des esprits perdus, qui pourront également travailler pour vous, mais pour tout le monde, en sachant, et c'est quoi les styles d'action que vous allez pouvoir faire. Ben, vous allez pouvoir piocher des cartes, vous allez pouvoir récolter des ressources, et vous allez pouvoir combattre contre vos adversaires ou prendre le contrôle de certains lieux qui permettront aussi de bloquer le mouvement de vos adversaires. Donc, je vous disais, l'interaction est assez forte puisque une figurine ne peut pas passer à travers une figurine adverse, ni un lieu contrôlé par un adversaire, sauf s'il engage un combat. Voilà, donc pas mal d'interactions. Et donc, vous voyez déjà ce thème qui arrive, un thème très bien construit. L'auteur est sur ce jeu depuis 6 ans. Il a eu le temps de construire son thème. Vous le voyez ici, il y a un storybook, je ne sais plus de combien de pages, mais je pense que c'est 60 pages. Donc, en tout cas, il est énorme. C'est peut-être 30, hein, mais il est assez énorme. Il est consultable d'ailleurs sur la fiche du jeu sur Kickstarter. Je pense que vous allez pouvoir le lire si vous êtes intéressé. Mais donc, il y a un thème vraiment bien imprégné dans ce jeu. Donc, on a un jeu à l'allemand de déplacement d'ouvriers, récolte de ressources, avec des objectifs, des cartes, etc. Mais aussi un jeu très thématique
Nous sommes d'ailleurs, les joueurs sont des héros qui vont se déplacer dans cette contrée, dont le but est de rentrer dans la cité légendaire de Dimara. Et ça, c'est l'objectif du jeu, c'est de rentrer dans Dimara, et vous le voyez ici. Ça, c'est pour rentrer dans Dimara. En fait, Dimara est là, hein, et donc pour rentrer dans Dimara, vous devez passer par cette porte magique, dépenser 3 ors, et puis vous devez passer les 7 barrières magiques. Pour passer ces barrières magiques, c'est très simple, vous devez dépenser les ressources qui sont indiquées ici, donc de l'or ou des points de combat. Donc pour passer cette barrière, il faut un or, un point de combat, etc. etc. La particularité, c'est que si vous faites la somme, donc une or, etc., vous arrivez à plus d'or que ce que vous ne pouvez stocker. Et même chose pour les points de combat. Donc, autrement dit, vous ne savez pas la passer en une seule fois. Or, vous devez la passer en une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous rentrez ici et que vous voulez passer les barrières magiques, eh bien, il faudra toutes les passer en une fois pour arriver dans la cité de Dimara. Donc, donc, a priori, vous ne savez pas le faire puisque vous n'avez pas de stock suffisant. À noter que, mais j'y reviendrai après, mais vous avez différents modes de jeu. Vous avez le mode normal, vous pouvez avoir un mode un peu plus long et même un mode hyper long ici qui ajoute encore des difficultés. Vous pouvez avoir un mode plus court qui fait que vous n'avez que 5 barrières à passer. Donc, pas mal de variabilité dans le jeu et j'y reviendrai aussi plus tard. Mais voilà déjà une vue sur ce que vous devez faire. Vous devez passer donc ces 7 barrières magiques en une fois en dépensant tout en une fois. Si vous n'y arrivez pas, ben, il va falloir trouver des subterfuges. Et ces subterfuges, ben, j'y arrive juste après. Peut-être un petit élément, c'est que le jeu dure 9 tours. Si à la fin des 9 tours, personne n'est rentré dans Dimara, c'est celui qui arrivera le plus loin. Donc le dernier tour, il faudra quand même rentrer dans Dimara et vous arrêter où vous savez. Hein. Donc vous voyez les points de victoire qui sont accordés si vous vous arrêtez à certains endroits. Et alors, ce sera celui qui aura le plus de points de victoire, donc plus les points de victoire qu'il aura engrangés pour rentrer jusqu'à un certain point dans Dimara. Et là, ce sera le joueur ou la joueuse avec le plus de points de victoire qui l'emportera. Donc voilà, ça c'est le but du jeu. Et comme je vous dis, il faut trouver des subterfuges. Et les subterfuges, comment vous allez les trouver? En fait, dans le jeu, vous allez pouvoir récolter des reliques. Ça, ce sont des reliques. Et à chaque fois que vous récoltez 5 reliques, vous pouvez faire sauter pour vous pardon, voilà, une barrière. Donc, quand vous faites sauter une barrière, vous prenez un pion à vous et vous le mettez sur la barrière en question. Donc, quand vous avez récolté une relique, vous voyez qu'il y a ce symbole-là, c'est-à-dire que vous pouvez faire sauter qu'une de ces 3 barrières-là. Donc, par exemple, vous décidez de faire sauter cette barrière-ci. Et donc, vous êtes exempt. Quand vous rentrerez dans Dimara, vous devrez passer toutes les barrières, sauf celle-là, puisque vous l'avez déjà passée en récoltant 5 reliques. À noter que, et là j'y reviendrai aussi, mais ce qui est très chouette, c'est que toutes les stratégies ne peuvent pas être monomaniaques comme je l'ai écrit dans mon article. Donc, c'est-à-dire que celui qui veut se concentrer sur les reliques, par exemple, mais il ne pourra faire sauter que 3 barrières. Celui qui se concentrera sur une autre stratégie sera limité aussi. Donc, vous allez devoir vous concentrer peut-être sur l'une ou l'autre stratégie, mais aussi pouvoir suivre des stratégies annexes pour arriver à la fin. Donc voilà, ça c'est une des possibilités, donc d'aller récolter des reliques. La deuxième possibilité, c'est de faire des batailles. Donc, quand vous faites des batailles, vous allez gagner des points de gloire. À partir du moment où, quand vous gagnez des batailles, vous gagnez des points de gloire. Et quand vous avez gagné 4 points de gloire, vous pouvez aussi faire sauter une barrière, 7 points de gloire, une deuxième barrière et 10 points de gloire, ce qui est le maximum. Vous allez pouvoir faire sauter 3 barrières.
une dernière façon de faire sauter des barrières magiques, c'est les quêtes. Donc vous allez dans le cours du jeu être amené à gagner des cartes quêtes. Hein. Donc ici, par exemple, voyons une quête. Donc, vous voyez, ben voilà, quand je capture un château à partir d'un tunnel, eh bien, je gagne cette carte quête. Et donc, quand on gagne ces cartes quêtes, eh bien, on va pouvoir également, quand on réussit ces quêtes, on va pouvoir également faire sauter une barrière magique. Donc, différentes manières de faire sauter des barrières magiques, différentes stratégies, mais comme je vous dis, un peu un mixte de tout est intéressant. Alors, vous avez en plus différents modes de jeu. Alors, le mode sur lequel je vais le plus me concentrer dans cette explication, c'est le mode clan. Le mode clan, il est asymétrique. Donc, vous avez un mode normal qui est un mode où tout le monde commence avec la même chose, tout le monde a exactement le même profil. Le mode clan, il est asymétrique. Donc, vous avez dans le mode clan, vous avez ici en mauve le mage, euh, vous avez le machiniste en vert, vous avez le guerrier en rouge et vous avez l'ombre en noir. Alors, le machiniste, donc ici en vert, lui, il a une habilité spéciale qui fait qu'il aura plus facile à réaliser les quêtes. Le mage, il aura lui plus facile à récolter des reliques. Le guerrier, il aura plus facile évidemment à gagner des batailles et donc des points de gloire. Et l'ombre est un peu un mélange de tout. Et donc lui, il va pouvoir gagner, enfin en tout cas avoir des habilités assez diverses. Donc voilà, vous voyez, encore une fois, on encourage certaines stratégies, mais comme je vous dis, vous ne savez pas gagner en suivant une seule stratégie, donc vous allez devoir vous diversifier. Alors, concentrons-nous maintenant sur la carte. Donc, la carte, vous voyez, ben, vous allez pouvoir vous déplacer entre les différents lieux. Et vous voyez que les lieux, entre les lieux, vous avez un, deux, trois traits, deux traits ou un trait. Et c'est l'or que vous devez dépenser. Donc, quand vous avez votre figurine ici et que vous voulez aller là, vous devez dépenser 3 heures, puis 2 heures, puis 1 heure pour aller là, puis 2 heures pour aller là, etc. Donc, la première chose, c'est que ça va vous coûter de l'or de vous déplacer. Et comme je vous ai dit que vous réalisez l'action de chaque lieu par lequel vous passez, eh bien, plus vous aurez d'or, plus vous pourrez faire d'action. Donc, l'or est un petit peu le nerf de la guerre. Vous commencez votre partie, enfin votre tour, chacun de vos tours, avec 2 points de mana, 6 ors et 2 ors par château que vous contrôlez. Vous voyez déjà pourquoi il est intéressant de contrôler les châteaux. Quand vous contrôlez un château, vous mettez un de vos drapeaux sur le château. C'est ça, le petit rond ici. Donc, contrôler un château est très intéressant parce que ça va augmenter votre revenu à chaque tour d'or et donc vous permettre de faire plus d'actions. Donc voilà, vous voyez déjà, OK, il faut se concentrer sur les reliques, il faut se concentrer sur les quêtes, il faut se concentrer sur les batailles, mais aussi sur le contrôle. Le contrôle de château va vous rapporter plus d'or. Et la mana, elle sert à déplacer les esprits perdus. Alors, comme je vous disais, les héros, ben, ils sont bloqués. Hein. S'ils passent par un château, à vous, ils ne peuvent pas passer par un château, par vous, ils ne peuvent pas passer par une figurine adverse non plus. Ou bien ils doivent engager un combat, j'ai reviendrai sur les combats. Les héros, eux, les esprits perdus, eux, ils traversent tout. Par contre, ils ne réalisent les actions des endroits que ceux que vous contrôlez. Donc, vous avez aussi intérêt à contrôler certains endroits pour pouvoir réaliser des actions grâce aux esprits perdus. Alors,
venons maintenant un petit peu sur les lieux, les différents lieux. Eh bien, bon, c'est assez bien expliqué, souvent le coût. Le coût, c'est toujours, comme pour les barrières magiques, soit en or, soit en point de force. Et les points de force sont exprimés ici. Donc, c'est un point de force pour passer, pour réaliser l'action ici, pour prendre le contrôle, en fait, vous devrez dépenser un point de force. Ici, c'est 2 points de force. Là, par exemple, pour prendre le contrôle du village, c'est 2 heures. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que l'iconographie est assez bien faite. On voit facilement le coût de chaque lieu. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc, ben, comme je vous disais, ici, par exemple, vous allez pouvoir récolter une relique, hein, là aussi. Là, vous allez pouvoir récolter des cristaux. Et les cristaux sont importants pour les quêtes, hein, donc, cristaux mauves, cristaux rouges, ici un cristal vert, etc. Vous avez les portails, hein, donc vous pouvez vous déplacer d'un portail à l'autre pour aller un peu plus vite en dépensant un point de force et éviter évidemment de dépenser de l'or pour garder l'or pour après. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez prendre le contrôle. Ici, vous voyez, vous avez des villages. Là. Vous en avez 7 en tout sur le plateau. Et les villages, je dézoome, voilà, les villages ont chacun une carte village qui les représente. Et donc, quand vous prenez le contrôle d'un village, vous choisissez une de ces cartes et vous prenez la carte devant vous. Et elle vous donne une habilité spéciale pour tout le reste de la partie. Donc, c'est très intéressant de prendre le contrôle des villages parce que ça va vous donner des habilités spéciales, en sachant que si un adversaire vous prend le contrôle du village, ben, il recevra la carte en question. Donc, il va falloir les protéger aussi. Vous avez les châteaux, donc prendre le contrôle des châteaux, eh bien, ça va vous augmenter votre revenu en or, je l'ai dit. Les forteresses vont vous apporter des points de gloire. Et les points de gloire, eh bien, comme je vous l'avais dit, ça vous servira à faire sauter des barrières magiques. Donc, intéressant de prendre les forteresses. À noter aussi que les forteresses, quand vous prenez le contrôle, vous gagnez un point de gloire, mais c'est tout. Il n'y a pas de revenu. Donc, si vous voulez regagner un point de gloire en gagnant une forteresse, il va falloir que quelqu'un d'autre vous la reprenne. Donc, que quelqu'un vienne vous la reprendre. Donc, tant que personne ne vous les reprend, ben, vous restez là. Et vous devrez choisir une autre stratégie pour faire sauter ces barrières. Donc, là aussi, l'interaction est là. Est-ce que ça vaut la peine de lui reprendre une forteresse pour qu'après il le reprenne? Enfin, voilà, surtout le guerrier qui est fort, qui va reprendre plus facilement. Donc, pas mal de choix intéressants. Alors, vous allez pouvoir prendre des reliques et des cristaux. À noter aussi que là, en début de tour, on va jeter le dé pour savoir où les reliques et les cristaux vont apparaître. Et donc, ben, si vous êtes très loin, ben, si vous avez une stratégie relique ou cristal, ben, même chose, si vous êtes très loin, vous n'allez pas savoir faire un tour pour en gagner. Il va falloir changer aussi votre stratégie. Donc, il faudra toujours constamment vous adapter au jeu. Et ça, c'est vraiment sympa. Vous avez le marché ici dans lequel vous pouvez échanger des choses, des reliques, des cristaux, etc. Vous allez pouvoir construire des routes. Alors, vous voyez, vous avez des petites routes là, que vous allez pouvoir mettre pour dire que la route, elle est construite à vous. Quand vous construisez une route, eh bien, dorénavant, vous ne devrez plus la payer. Et en plus, vous gagnez un point de victoire pour chaque route que vous avez construite. Et en plus, quand un adversaire passe par là, eh bien, vous gagnez un or. Donc, ça peut être intéressant aussi de construire des routes. Vous allez pouvoir, à certains endroits, hein, comme ici, comme là, comme ici, vous allez pouvoir gagner des cartes quêtes. Hein, donc là, je vous disais, les cartes quêtes qui vous permettent de faire sauter également des barrières magiques. Des cartes qui vous donnent un petit pouvoir one-shot, toujours intéressant. Donc voilà, ici, on peut payer de la mana à la place de gold, d'or. Donc, des petits pouvoirs sympas et qui peuvent surprendre. Donc ça, c'est assez sympa aussi parce que
si voilà, vous pouvez payer de la mana au lieu de l'or, mais par exemple ici la barrière magique, vous voyez, vous devez payer que de l'or et que des points de force. Donc quelqu'un qui n'a pas assez d'or, ben, on sait d'office qu'il ne va pas savoir passer toutes les barrières magiques. Ouais, mais s'il a quelques cartes comme ça qui lui permettent de convertir de la mana en or et d'autres petites subterfuges, pardon, eh bien, il peut surprendre ses adversaires. Donc voilà, un petit effet de surprise sympa qui fait que rien n'est jamais sûr, même si on pense que pour le moment on est safe, rien n'empêche qu'un joueur nous surprenne. Et puis vous avez les derniers types de cartes qui sont les cartes de combat. Les cartes de combat ont trois valeurs, en tout quatre valeurs, 0, 1, 2 ou 3. Voyons ici, voilà, elle est de 3. Eh bien, quand vous faites un combat pour contrôler, pour reprendre le contrôle d'un lieu ou pour attaquer un adversaire et lui prendre des ressources ou pour pouvoir passer, ne fût-ce que par où il est. Donc, quand vous faites des combats, vous jouez des cartes combat. Et donc, chaque joueur va décider le nombre de cartes combat qu'ils vont jouer face cachée, puis les révéler. Et celui qui aura le total le plus grand, ben, il l'emportera et pourra voler des ressources, pourra prendre la place, reprendre le contrôle et des choses comme ça. Plus gagner des points de gloire. Donc ça c'est intéressant aussi. Les combats, ça se joue aux cartes, des cartes qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller piocher. Donc c'est pas tout, c'est pas une simple pioche. Il faut faire l'effort de vouloir se concentrer dans les combats, en sachant aussi que chaque carte combat a un petit effet. Vous voyez ici, si vous gagnez la bataille, vous gagnez 2 points de gloire. Je ne sais pas, celle-ci, vous recevez une mana, etc. Donc, vous avez même intérêt, des fois, à jouer une carte combat, même si vous savez que le combat est perdu, juste pour son effet, qui va vous aider à autre chose. Donc, c'est assez sympa d'avoir mis ces petits effets dans les cartes combat. Donc, voilà. Euh, Quand on perd le combat, on gagne une carte combat gratuite. Et celui qui gagne le combat gagne des points de gloire, gagne des ressources et déplace la figurine adverse ailleurs. Voilà. Alors, le jeu a différents modes de jeu. Donc, je vous ai expliqué le mode clan. Il faut encore que je vous explique. Donc, je vous dis, chaque joueur a son propre deck de cartes action. Donc, avec son propre deck, va aussi avoir ses propres particularités, va pouvoir avoir ses propres effets dans le mode clan. Donc, le mode clan, chacun a ses habilités qui lui permettent de gagner plus facilement des reliques ou des combats ou des choses comme ça, mais aussi, et ça c'est vraiment chouette, des habilités spéciales. Vous voyez, chaque fois que chaque personnage va réaliser certaines actions, il va augmenter son marqueur de 1, 2, etc. Et quand il arrivera à un certain niveau, il déclenchera une habilité, il aura une habilité permanente supplémentaire. Donc c'est vraiment bien vu. Donc, vous allez avoir un effet crescendo puisque votre personnage va être de plus en plus puissant en fonction que vous réaliserez les actions correspondantes, en sachant aussi que chaque personnage a, vous voyez, ici un plus 3, plus 2, plus 3, en fonction d'un type de bâtiment. Donc, quand il veut prendre le contrôle de certains bâtiments ou quand on veut lui prendre le contrôle, donc en défense ou en attaque, il va avoir certaines habilités qui va lui rendre un petit peu plus à l'aise dans certains endroits que à d'autres. Plus les cartes actions. Donc, vous voyez, pas mal d'asymétrie, de montée en puissance. Donc ça, c'est le mode clan, hein, où on a tous des particularités spécifiques. À noter aussi ici une aide de jeu qui vous explique un peu tous les endroits, ce que font chacun des endroits. Euh, voilà, je pense que sur le mode clan, j'ai tout dit. Vous avez le mode normal où là, vous n'avez plus les spécificités de chaque clan. Vous avez aussi un mode solo et vous avez un mode ombre. Alors ça, c'est assez sympa aussi. C'est-à-dire que le joueur de l'ombre peut retourner son, son plateau et jouer seul contre tous, en sachant qu'il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, soit c'est l'ombre, soit c'est un des trois autres joueurs. Donc, les trois autres joueurs vont devoir s'allier contre l'ombre, qui va être beaucoup plus puissant et qui va jouer avec ce plateau-ci. Donc,
voilà. Donc ce plateau-ci, donc l'ombre va gagner des points d'ombre avec ces points d'ombre, il va pouvoir déclencher certains effets qui vont retarder les autres joueurs parce que les joueurs, l'ombre gagne si personne n'arrive à 10 marabs jusqu'à la fin du jeu, donc les 9 tours. Donc l'ombre ne gagne, voilà, va gagner si personne n'arrive au bout. Et donc tout le monde va vouloir y arriver. Il n'y en aura qu'un qui y arrivera. Et pour empêcher l'ombre, l'ombre va gagner des points d'ombre. Et pour empêcher l'ombre de nous mettre du bateau dans les roues, il va falloir faire des sacrifices. Ben, les joueurs vont devoir se coordonner pour faire ces sacrifices, parce que s'ils n'en font pas assez, ça ne servira à rien, en sachant aussi que donc les joueurs sont incités aussi à faire des sacrifices, parce que le joueur qui en payera le moins aura un malus qui peut être important et qui peut bien le freiner. Donc voilà, un mode aussi un contre tous qui est très sympa. Vous avez le mode solo. Vous allez même avoir peut-être, si le stretch goal se déverrouille, un mode 2 contre 2 en équipe. Vous avez 3 longueurs de jeu, comme je vous l'ai expliqué, et alors l'auteur m'indique que son idée, c'était de faire une trilogie, mais bon, là, on n'y est pas encore, mais déjà dans l'idée, dans son storybook, il a déjà l'idée d'une suite, il n'a pas encore les jeux, mais il a déjà l'idée du thème. Voilà. Peut-être un petit détail, mais qui est super sympa, je trouve, c'est que vous voyez que chaque joueur a un petit jeton comme ça, qu'il va pouvoir mettre au début de son tour sur une route. Donc, ce jeton, il le met soit comme ça, soit sur l'autre face. Voilà. Et donc, ici, sur cette face-ci, ça veut dire que la route en question coûte 2 heures en plus pour être passée, et comme ça, 1 heure en moins. Donc, il peut, en mettant ça près de sa figurine, il peut se dire, ah ben voilà, je vais pouvoir me déplacer plus facilement, mais son jeton va rester là jusqu'au début de son prochain tour. Donc, autrement dit, ses adversaires vont pouvoir en profiter aussi. C'est pour ça, d'où l'intérêt de peut-être pas le mettre sur -1, mais sur +2, parce que si vous faites -1, vous allez un peu attirer vos adversaires qui vont peut-être avoir tendance à venir par chez vous pour vous attaquer. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre un -1 quelque part, en sachant qu'un +2, pardon, va les freiner. Donc, voilà encore des choix intéressants. Un petit détail, mais voilà, des choix intéressants. Voilà, au final, un jeu donc de déplacement d'ouvriers, un jeu allemand, mais vous avez vu, baigné dans un thème assez fort. Dans cette carte, les héros qui se déplacent, qui veulent rentrer dans cette cité magique, en passant cette cité légendaire et en passant par ces différentes barrières magiques. Et donc un jeu très, très allemand, puisque vous allez récolter des ressources, transformer ces ressources. Voilà, une gestion de ressources, mais également des pouvoirs spécifiques, des combats assez épiques, des blocages, des prises de contrôle, des habilités spéciales, des cartes qui vont vous donner des habilités spéciales et des capacités. Donc, un dé, hein, je l'avais dit ici, le dé qui va indiquer où vont se mettre les prochains cristaux du jeu, et donc vous allez devoir toujours vous adapter. Donc voilà, donc un jeu, ben, je dirais, la gestion de ressources, elle n'est pas très originale, hein. Vous allez récolter des ressources et les dépenser, c'est pas très original, mais c'est vraiment la mise en abîme dans un thème bien riche qui donne, qui rend ce jeu assez excitant, plus tous ces modes de jeu qui vous assurent aussi pas mal de. Voilà, c'était la dégustation donc de ce jeu Legacy of Tracks. J'espère qu'elle vous a permis de vous donner une bonne idée du jeu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.